L'équipe première, tous les vendredis, on parle de différents sujets, des choses plus légères aujourd'hui. À l'image de l'émission sur le harcèlement scolaire, on a choisi ce soir de vous parler d'un sujet difficile, certes, je vous le disais tout à l'heure, mais qui aidera peut-être certains d'entre vous. Avant d'accueillir notre invité, je vous rappelle qu'il faut savoir, c'est un chiffre qu'il faut savoir, il y a 165 000 enfants qui sont victimes de violences sexuelles chaque année. Un chiffre hallucinant. Notre invité ce soir, même s'il n'est plus un enfant maintenant, fait partie de ces enfants-là. Bonsoir Sébastien Bouey. Bonsoir. Comment allez-vous ? Parfaitement bien. Voilà, on vous prend un petit peu peut-être pendant votre émission du vendredi soir. Il est 22h14 par chez vous. Exactement. Bon, on vous garde quelques minutes à l'antenne. Sébastien, quand vous avez vu quelqu'un de Saint-Pierre-et-Miquelon vous contacter, ça tout de suite, vous êtes dit oui, j'y vais ? Oui. On est contacté par tous les dom-toms. Et effectivement, l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon en fait partie. Donc, tant mieux. Ils ont des aides de l'État pour nous faire venir. Donc, on va venir sensibiliser au sujet de la pédocriminalité en milieu sportif, en milieu scolaire. Et voilà. C'est un projet, effectivement. J'ai un des joueurs de rugby de l'archipel qui m'en a parlé, qui a contacté votre association. On sera très heureux d'accueillir l'association sur notre île, Colosse au pied d'argile. Donc, c'est cette association qui est née de votre histoire personnelle. Alors, chers auditeurs, si vous ne connaissez pas Sébastien, c'est un ancien rugbyman, fondateur de cette association. Dans les années 90, Sébastien, entre vos 11 ans et vos 16 ans, vous avez été victime d'un pédophile. Un jour, vous vous décidez à parler. Vous allez raconter pourquoi tout à l'heure. Lors du procès qui suivra, votre avocat a utilisé ce terme « colosse au pied d'argile » qui finalement raconte votre vécu, un terme qui symbolise une puissance qui paraît invulnérable comme ça, mais qui est édifiée sur une base fragile. Alors avant de parler de l'association et de ses objectifs, on ne peut pas passer à côté de ce qui vous a conduit un jour à vouloir créer cette association. Je trouvais pas mal de chiffres. Vous me dites si c'est vrai. Dans 90% des cas, c'est un homme qui commet ces actes. Oui, c'est ça, oui. La majorité des agresseurs, des prédateurs sont des hommes, mais 10% des pédophiles sont des femmes. Donc ça, on en parle un peu. C'est vrai. Dans 94% des cas, il fait partie de l'entourage proche. Oui. Et pour vous, il cochait donc toutes les cases. Effectivement, moi, c'était le mari de ma cousine, en qui mes parents avaient entièrement confiance. Donc, il fallait que je parte avec lui, que je rentre avec lui, soit des entraînements de rugby, soit des répétitions de musique. Ce que ça n'avait pas. Et donc, si je rentrais avec quelqu'un d'autre, j'étais puni parce que j'avais désobéi à mes parents. Ils étaient en entière confiance avec lui. Et ce que savaient pas mes parents, c'est que 5 minutes avant de me ramener, il m'a violé. 5 minutes après, il buvait le café avec mes parents. Donc voilà comment fonctionne un prédateur. Il sait bien s'infiltrer dans les familles. Il a la confiance de tout le monde en général, puisque c'est le plus gentil, le plus serviable, le plus arrangeant, le plus disponible. C'est des qualificatifs, on peut en donner beaucoup à ces personnes. Sauf que voilà, ce sont la base de la pédocriminalité, de la pédophilie, c'est la manipulation. Donc voilà, ce sont de bons manipulateurs et ils abusent de la confiance, bien sûr, de l'entourage de la victime. C'est ce que j'allais dire, c'est l'abus de confiance, c'est un peu sa qualité numéro 1. Oui, c'est ça. Oui. Bon, après, quand vous lisez des articles, voilà, ils ont tous le même process, ils sont tous... personne n'aurait imaginé que ce gars puisse faire ça à des gamins. Le discours est le même, donc nous, on n'a plus de surprise quand on lit les articles, mais pour ceux qui les découvrent, effectivement... voilà, c'est des copier-coller. Vous en parlez aujourd'hui ouvertement. Est-ce que c'est libérateur ? Oui, moi ça a été libérateur. Alors, au début, j'étais très dans la haine quand même encore, mais aujourd'hui, voilà, j'en ai fait mon métier. Mon histoire, je la raconte quasiment tous les jours. Mais j'ai toujours cette petite émotion. Donc oui, je suis apaisé. Je suis la preuve qu'on peut s'en sortir surtout. Mais bon, voilà, pour ça, il faut parler. La honte doit changer de camp. On n'est pas coupable, on est victime. C'est ce que je rabâche tous les jours aussi. Je vis avec, je suis apaisé. Je refais ma vie. Je viens d'être papa à nouveau. Enfin, voilà, on peut se relever. Il faut être aidé, accompagné, mais dans un premier temps, il faut parler. Voilà, c'est ce qui peut sauver des vies. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un enfant qui vit ce genre de choses à un si jeune âge ?
Alors, il s'en passe beaucoup de choses, hein, donc chaque victime est différente, même si au final on se retrouve tous sur le même chemin. Il se passe beaucoup de choses, donc il y a de l'incompréhension, après il y a de la culpabilité, il y a de la haine, et, il y a de la peur, il y a de l'abandon, il y a plein de choses, et puis après la victime va mettre un mécanisme d'autodestruction. Donc en fait on va tomber dans ce mécanisme-là et on va se faire du mal, en fait un mal qui va nous faire du bien, qui va nous apaiser. Donc c'est toutes les déviances que l'on peut avoir, hein. Moi c'était la violence, j'étais très violent sur le terrain et en dehors. L'alcool, eh bien, on n'avait pas de limite quand on sortait, on se mettait minable. Hein. Donc on n'était pas en coma éthylique, pour nous la soirée n'était pas réussie. Le sexe, eh on multipliait les conquêtes pour se prouver qu'on était hétéro et pas homo comme ils voulaient nous le faire croire. L'argent, j'ai même dû me faire interdire de casino. Tout l'argent que je gagnais au rugby et que je gagnais dans ma vie, tout partait au casino. Enfin voilà, il n'y a que la drogue et le dopage. J'ai pas touché un gramme parce que je ne serais pas derrière ce téléphone aujourd'hui. Puisque quand on est victime, on est jusqu'au boutiste, on n'est pas borderline, on va jusqu'au bout de ce que peut supporter notre organisme. Donc j'étais dans ce mécanisme-là, donc je savais que si je touchais un jour à la drogue ou le dopage, je m'en serais jamais sorti. Vous avez essayé de parler à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un un jour vous a tendu la main comme vous l'attendez aujourd'hui? Non, malheureusement, j'ai jamais eu cette chance d'avoir un colosse qui vienne dans mon club ou qui vienne dans ma classe pour me dire voilà ce qui m'est arrivé. Si ça vous est arrivé, venez me parler à la fin de l'intervention. Ça m'est jamais arrivé. C'était encore plus tabou. Il y avait 25 ans, hein, donc les choses évoluent aujourd'hui. Mais non, j'ai jamais eu cette chance. Après, si lors d'une grosse bagarre où j'ai été arrêté, il y a le policier quand il m'a interrogé, il m'a dit c'est pas possible de défoncer 3 types comme ça parce qu'ils t'ont dragué. Il y a autre chose derrière. C'est la seule fois où j'aurais pu parler et je l'ai pas fait. Vous parlez des mécanismes d'autodestruction qui se met en place, ça nous apaise. Comment on peut soupçonner l'insoupçonnable, la culpabilité aussi de votre entourage? C'est quelque chose que vous avez senti dans votre famille? Alors moi j'ai perdu ma famille, hein, donc quand j'ai parlé, voilà, j'étais le caillou dans la chaussure, donc ils ont préféré me tourner le dos plutôt que de m'accompagner. Pourtant on était une famille très liée. Ceux qui me font le plus de peine aujourd'hui, c'est mes parents, qui sont encore dans la culpabilité, tout simplement parce que tous les vendredis, ils m'emmenaient au cauchemar, hein, sans le savoir, et je devais revenir avec le sourire. Sinon, je lançais des indices et puis j'étais incapable de dire ce qui m'arrivait, puisque ce prédateur avait la meilleure mise sur moi. Hein. Bon, à 11 ans, on est vulnérable. Et donc voilà, mes parents sont des victimes collatérales. Et moi j'ai beaucoup de peine, ils me font beaucoup de peine encore aujourd'hui quand je parle de ce sujet avec eux. Est-ce qu'on en veut à ses parents à un moment donné? On se dit, ils n'ont pas vu. Non, à aucun moment je peux en vouloir à mes parents parce que je sais comment fonctionnent ces prédateurs pour les étudier et pour les combattre. Et je ne peux pas en vouloir à mes parents qui ont été piégés comme une quantité colossale, sans jeu de mots, de parents qui sont manipulés par ces prédateurs pour atteindre leur proie qui est leur enfant. En 2013, après 18 ans de silence, 4 ans de procédure, 3 jours de procès, le verdict tombe. 10 ans ferme pour votre agresseur. Est-ce que c'est suffisant? Je ne peux pas me plaindre, comme je dis. Hein. Moi, j'ai eu droit à un procès, les faits n'étaient pas prescrits. Il a eu une condamnation, 10 ans. Alors, on pense que c'est ferme, mais en fait, il y avait des remises de peine. Il en a fait 4 ans et demi. Donc il a été libéré. Moi, en tant que victime, j'ai pris 18 ans ferme de silence sans remise de peine. Mais bon, ça, c'est la justice. Donc, par rapport à toutes les victimes qui n'ont pas eu cette chance d'être reconnues par l'État, par la justice comme victimes, je ne peux pas me plaindre. Donc, on a eu un procès. On n'avait pas demandé le huis clos parce que le huis clos, c'est aussi protéger le prédateur. Et donc, il y avait les médias qui étaient là et puis voir 2 colosses à la barre, qui ont été violés par un petit cricket, un petit criquet, c'était son surnom tellement qu'il était petit et maigre. Et, donc voilà, il y avait un contraste qui était fait, et c'était surtout mettre ce type au milieu de la place, public,
pour montrer qui c'était vraiment. Vous dites deux colosses, deux personnes, parce que pour ceux qui ne connaissent pas votre histoire, le déclic, il est venu grâce à cette deuxième personne. Ouais, Mathieu qui avait un comportement sexuel dissolu, hein, il faisait n'importe quoi, il a voulu comprendre, il a fait une hypnose. Et en fait, Mathieu, c'était un ami d'enfance, un copain de rugby aussi, un copain de musique, un copain de village. Et donc, suite à cette hypnose, eh bien, ça a révélé des viols qu'il subissait, lui, donc, par ce cricket qui était son voisin. Et il les subissait tous les mercredis après-midi, pendant que son bon frère, suite à un accident de voiture, était dans le coma. Donc, ses parents un peu présents, et bien, lui, il en était un peu plus. Du coup, ce cricket, c'est là où ça s'est passé. Est-ce que vous avez eu connaissance d'autres victimes ou vous étiez les deux seuls? Quand je suis allé porter plainte, avant d'aller porter plainte, je suis allé voir un cousin, puisqu'on était les trois inséparables, et je vais le voir en lui disant, mais voilà ce qui s'est passé pour Mathieu, pour moi, et pourquoi pas pour toi. Et il me dit, ben oui, moi aussi. Sauf que lui, malheureusement, à l'époque, bon, c'était pas des viols, c'était des attouchements, et la loi est différente pour les victimes d'attouchements, ce que je conteste. Mais effectivement, lui, il n'a pas eu de procès parce qu'il n'a eu que des attouchements, et du coup, les faits étaient prescrits pour lui. Nous, on était 3 victimes déclarées. Après, l'enquête n'en a pas trouvé d'autres, mais on a quelques doutes quand même. Est-ce que vous sentez que les pouvoirs publics bougent face à la protection de l'enfance? Oui. Bon, nous, ça fait 7 ans que j'ai créé l'asso, ça fait 4 ans que j'en suis le salarié. Je vois la différence déjà depuis la création en 2013 de l'asso. Bon, il y a des affaires qui ont touché le sport dans le monde entier, en Angleterre, aux États-Unis, en Allemagne, et là en France, en ce début d'année, dans le patinage artistique et dans d'autres disciplines. Là maintenant, c'est le judo qui sort des affaires. Enfin, c'est pas le judo qui les sort, hein, c'est les médias, parce que le judo, ils s'en passeraient de cette publicité. Mais les choses ont évolué depuis 2018 où Roxana Maracineanu a pris ses fonctions ministre des Sports. Mais voilà, les choses ont évolué, elle nous a écoutés, elle nous a entendus, elle nous a accompagnés, elle nous a aidés, elle a mis des choses en place. Donc on n'est pas aussi bien encore que vos voisins canadiens, mais on s'y rapproche petit à petit, donc tant mieux. Quel est le but de votre association? Apprendre aux enfants à se défendre aussi? Alors nous, on ne fait pas la chasse aux sorcières, hein, déjà. On fait la protection de l'enfant, mais aussi celle de l'éducateur, en lui apprenant à ne pas se mettre dans des situations qui pourraient être mal interprétées, être sujet à de fausses allégations. Ça arrive, malheureusement. Et les fins sont souvent tragiques pour ces personnes qui sont dénoncées à tort ou par vengeance. Donc on fait la protection des enfants, des éducateurs, en leur apprenant aux enfants, bien sûr, à se protéger de ces situations. Et surtout à leur apprendre à parler quand il y a un souci, quand tu as un secret qui te rend malheureux, et t'en parles à ta personne de confiance. Donc on fait ça, on fait la formation aussi des professionnels, encadrant les enfants, en leur apprenant à détecter des victimes par rapport aux signaux qu'elles vont envoyer. Nous, on envoyait plein de signaux, mais nos éducateurs à l'époque ne les connaissaient pas, ces signaux, ils mettaient ça sur l'âge bête, sur l'adolescence, sauf que c'était plus grave que ça. Mais bon, là aussi, on ne peut pas leur en vouloir. Donc on fait tout ça, et on intervient aussi donc dans les écoles à partir du CM1 au CM2, où mais moi ça fait 7 ans que je suis sur le terrain. Il n'y a pas eu une fois lors de mes interventions où je n'ai pas eu de victime en face de moi, de violences sexuelles. Donc ça, c'est la réalité du terrain. Malheureusement, un constat qui est triste et difficile à entendre, surtout souvent pour les personnes vivant dans les dom-toms, c'est que les chiffres sont multipliés par 3 voire 4 quand on est sur les dom-toms. Donc par exemple en métropole, on est à 4% de la population qui a subi de l'inceste, victime d'inceste. Quand je suis allé en Polynésie, on multiplie par 5 le chiffre. C'est 20% de la population. Lors de vos interventions dans les écoles, j'ai lu, j'ai vu des interviews où vous dites que c'est environ 2 enfants qui viennent vers vous. Est-ce que vous arrivez, avec l'expérience, à sentir quand un enfant est victime, ou dans l'autre sens, est-ce que vous arrivez à repérer les prédateurs? Oui, exactement. Quand on est victime, on a ce 6e sens, on a développé ce 6e sens, donc on va sentir... on a tous un 6e sens. Nous, les victimes, on l'a un peu plus développé sur ce sujet-là. Donc, effectivement, pendant les réunions, les sensibilisations, je vais savoir
qui est victime, qui est touché par ce... Alors, pas à chaque fois, mais très souvent, je vais identifier une victime et si elle n'arrive pas à venir me voir à la fin, il y a toujours un pot à la fin de mes interventions, justement pour essayer de délier les langues et d'être accessible au public. Quand j'ai identifié une victime et qu'elle n'ose pas venir, c'est moi qui vais vers elle en lui tapant juste sur l'épaule et en lui faisant comprendre que j'ai compris. Et pareil, quand il y a des prédateurs, ça m'est arrivé d'en sentir. Les 6 derniers que j'ai sentis, je ne me suis pas trompé. Et en fait, eux, par contre, j'essaie de les mettre mal à l'aise pendant l'intervention. Bon, après ça, c'est pas une science exacte, mais voilà, ce 6e sens, il s'avère de plus en plus vrai quand même. Qu'est-ce que vous faites quand un enfant se confie à vous? Vous entamez des démarches pour lui? Déjà, je l'encourage. Je l'encourage, je le félicite pour son courage que je n'ai pas eu moi, de parler si tôt. Et après, bien sûr, on l'accompagne sur tout ce qui est aspect juridique, psychologique. Il a mon numéro perso, donc quand il n'est pas bien, il peut m'appeler, m'écrire via les réseaux sociaux, via mon propre compte Instagram, parce que les jeunes sont tous sur Instagram quasiment, donc voilà, et on va aider aussi les parents quand ils ne sont pas bien sur les agresseurs. Il faut faire justement attention, vous parlez d'Instagram, Snapchat, TikTok, Fortnite même, on se dit tiens c'est juste un jeu et pourtant ça peut être, ce sont des nids à prédateurs, ces enfants-là. Exactement, il faut leur expliquer. C'est impressionnant, même un enfant dès qu'il est équipé d'un portable, quand il rentre en 6e, des fois en école primaire on en voit aussi déjà avec des portables. Quand je demande dans une classe en 6e, donc ils sont 30, des fois, c'est la moitié de la classe qui lève la main quand je pose la question qui a déjà reçu de sexe en photo d'une personne que vous ne connaissez pas. C'est la moitié de la classe qui lève la main. C'est terrible, hein. Donc effectivement, il y a beaucoup de sensibilisation à faire auprès des parents qui les équipent de ces portables et en leur expliquant, mais voilà, TikTok c'est pareil, donc mettre des comptes en privé, ne pas mettre la localisation, ne parler, comme on leur explique, nous, sur Internet, c'est comme dans la rue, tu ne parles pas à un inconnu. Voilà, ils sont partout. Ils sont partout où il y a des enfants, on a des prédateurs. Donc voilà, il faut être vigilant, il ne faut pas non plus les priver de tout, mais voilà, avec une veille sur le réseau, une veille sur Snapchat, tout ça. Je sais que là, pour le savoir, dans l'école de ma fille, ce matin, il y a les gendarmes qui sont allés et qui leur font passer des passeports Internet aussi. Ça passe par là, qui leur expliquent comment ça se passe sur les réseaux sociaux. Et ça aide aussi les parents qui sont peut-être un peu plus démunis, en fait, qui ne savent pas l'expliquer. Bien sûr, nous, on travaille beaucoup avec les gendarmes. Et d'ailleurs, j'en ai embauché 2 là, dernièrement. On est très complémentaires et puis ils sont de plus en plus formés sur le sujet des violences sexuelles. Ils sont formés à accueillir la parole des victimes. Donc moi j'ai un lien très fort avec eux puisque c'est eux qui m'ont soutenu aussi quand je suis allé porter plainte. Et effectivement, ils sont de plus en plus performants et tant mieux. Il y avait du retard chez eux aussi, mais bon, petit à petit, ce retard se diminue, se comble et part du professionnalisme. On va inviter nos auditeurs à se rendre sur votre site internet Colosse au pied d'argile. On peut retrouver dessus des numéros de téléphone, des quiz aussi à faire avec les enfants. Je trouvais ça très bien fait. Et les adolescents aussi pour les sensibiliser sur le sujet. Et une venue de l'association, on en parlait en début d'émission, une venue à Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est dans les tuyaux. Hein. Oui, entre mars et avril. Donc normalement... ce sera notre intervenant breton qui va venir. Non pas parce que le paysage ressemble à la Bretagne, mais c'est lui qui avait le calendrier disponible à cette période-là. Bon, je serai un peu plus bas, je serai normalement dans les Antilles. Et justement pour sensibiliser aussi, faire une grande tournée. Donc on doit venir mars-avril, mais quoi qu'il en soit, j'essaierai de faire comme je fais systématiquement, je serai en visio lors des réunions publiques pour lancer la visio. On va vous laisser repartir, peut-être donner le prochain biberon. Vous disiez être papa à nouveau. Félicitations à vous et à votre femme. Et puis merci d'avoir pris quelques minutes ce soir pour discuter avec nous. Le meilleur pour la suite et puis bravo pour ce que vous faites pour les enfants. C'est très gentil, merci beaucoup. Et
et je vous dis à très bientôt, très certainement. Merci beaucoup Sébastien, bonne soirée. Au revoir. Au revoir.